Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter des questions de jury qui ont été posées aux oraux de l'agrég de maths cette année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les oraux sont finis depuis hier. Et donc, j'ai accumulé un certain nombre d'exercices d'oraux dans ce style. Et donc, je compte les publier petit à petit sur la chaîne. Et donc, voilà. Donc, avant, peut-être, petit disclaimer, qui est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les oraux de l'agrég, en fait, sont assez codifiés. Dans le sens, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le candidat, il a le choix entre deux leçons. Ensuite, il choisit l'une des deux leçons. Ensuite, il doit faire un plan et ensuite il présente son plan pendant 6 minutes. Ensuite, le jury choisit entre deux développements et après, le candidat, il doit présenter son développement pendant 15 minutes. Ensuite, le jury pose des questions sur le développement, puis ensuite le plan, et puis ensuite seulement potentiellement des exercices. Et donc, je dis tout ça pour dire que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les questions de jury sont jamais complètement sorties du chapeau. C'est toujours en lien avec déjà la leçon. Donc là, par exemple, c'est la leçon 144, mais aussi surtout avec ce que le candidat propose. Donc c'est pour ça que pour une même leçon, il peut y avoir des questions qui divergent complètement d'un candidat à l'autre, parce qu'en fait le jury s'adapte au candidat tout simplement. Et donc c'est pour ça aussi que le niveau aussi des exercices varie fortement, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le jury pose toujours des questions très simples, et ensuite il augmente la difficulté ou pas en fonction des réactions du candidat. Donc c'est pour ça qu'en fait dans deux euros différents, il peut y avoir des exercices de nature complètement différente. Donc c'est pour ça que faut quand même être lucide sur le fait que là je présente des exercices, mais c'est pas représentatif forcément de tout type d'oral qui existe. Donc c'est pour ça que je compte faire plusieurs exercices pour vraiment présenter des questions types que le jury pose, en sachant que le jury il cherche jamais à piéger, c'est toujours en lien avec le plan et c'est jamais et c'est en fait vraiment il s'adapte au candidat pour poser les questions. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est pas comme un euro de concours, je sais pas, un oral central ou quoi, où c'est vraiment des trucs random. Là, c'est vraiment en rapport avec ce que le candidat propose. Et donc, faut être lucide que du coup, c'est pas. En fait, c'est un peu le candidat qui va sur le terrain où il souhaite aller, et le jury pose des questions sur le terrain sur lequel est allé le candidat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça, c'est le petit disclaimer quand même qui me semblait être important à dire. Et aussi, deuxième petit disclaimer, qui est que du coup, j'ai aussi attendu pas mal de temps pour avoir un certain stock d'exos. Comme ça, en fait, je peux mélanger des euros différents dans le sens où là, par exemple, ces deux questions, ils ont été posées dans deux euros différents. Et comme ça permet un peu, déjà d'anonymiser un peu, mais aussi surtout de présenter sur une même leçon différents aspects de la leçon, dans le sens où là, c'est deux mécaniques qui n'ont pas trop de rapport. Enfin, en l'occurrence, ça pourrait être posé dans un même oral, mais ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs leçons, par exemple sur déterminant, j'ai dû le voir 3 fois celui-là. Là, je vais présenter des exercices qui sont différents sur le déterminant parce que les candidats sont pas allés sur les mêmes développements, etc. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de faire tout ça. Donc ceci étant dit, je vous propose d'attaquer sans plus tarder le premier exercice. Donc le premier exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on prend P un polynôme coefficient dans Z, donc on suppose unitaire, si on écrit P sous forme factorisée, ça veut dire le produit des k égale 1 n dx moins lambda k, alors le polynôme PQ, qui est le même que le polynôme P, sauf qu'on ajoute des puissances Q sur les racines, va aussi être un coefficient dans Z. Donc là, la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de dire que le polynôme P est un coefficient dans Z, donc ses racines sont dans Z, mais ça, c'est pas forcément vrai, parce que si c'était vrai, le résultat, il serait immédiat. Pourquoi? Parce que on mettrait juste des antirelatifs à la puissance Q, ça resterait des antirelatifs, donc PQ serait aussi un coefficient dans Z, mais ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les racines de P sont pas forcément dans Z, il n'y a qu'à prendre le polynôme x carré plus 1, ses racines sont i moins i, pourtant le polynôme est bien un coefficient dans Z, donc ce raisonnement-là, il marche pas. Mais ce résultat va quand même être vrai. Et donc, je vous invite à essayer de le chercher parce que je pense que la résolution, elle est un peu astucieuse. Et elle est assez classique, mais si on l'a jamais vu, je pense que c'est vraiment difficile. Donc, je vous invite à chercher la preuve. Et si jamais pour ceux qui n'ont pas réussi, je vous donne une indication, parce que c'est pas si simple que ça, c'est est-ce que pour un polynôme P unitaire, il n'y a pas une matrice qui est liée fortement à un polynôme, c'est-à-dire si on a un polynôme P unitaire à coefficient dans Z, est-ce qu'il n'y a pas une matrice à coefficient dans Z qui est vraiment très liée à ce polynôme P? Donc ça, c'est une indication un peu vague, mais si on veut une indication un peu plus précise, ça serait de regarder la matrice compagnon de polynôme P et à partir de là, avec quelques raisonnements, conclure tout simplement.
Donc ça, c'est la deuxième indication. Et donc, pour ceux qui connaissent pas la matrice compagnon, parce que c'est ça, en fait, la plaque tournante de l'exercice, c'est une fois qu'on a l'idée d'introduire la matrice compagnon, en fait, l'exercice est quasiment fini, mais il faut quand même avoir l'idée. Et donc, pourquoi ça va nous être utile? Parce que, déjà, je vais rappeler ce que c'est la matrice compagnon. Donc, nous, on a noté P sous forme factorisée, c'est-à-dire le produit de K égale 1 à N des X moins lambda K. En fait, on peut aussi l'écrire sous forme développée, ça veut dire X puissance N plus somme pour K égale 0 à N-1 des AK X puissance K. Et par hypothèse, les A0 jusqu'à AN-1 sont à coefficient dans Z, enfin sont dans Z. Et donc, qu'est-ce que c'est la matrice compagnon? Je disais, la matrice compagnon, ça va être la matrice avec des zéros sur la diagonale, des 1 juste en dessous. Ici, il va y avoir moins AN-1. Ici, il va y avoir moins AN-2, etc. jusqu'à moins A0. Ensuite, il va y avoir des zéros partout ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est la matrice compagnon du polynôme P. Et pourquoi on dit que c'est la matrice compagnon du polynôme P? Parce qu'il se trouve que le polynôme caractéristique de CP, ça va être CP pour compagnon, d'ailleurs. Mais du coup, le polynôme caractéristique de la matrice compagnon, en fait, ça va être le polynôme P. Donc déjà, c'est un résultat en soi. Donc ça c'est un résultat fort, en fait, c'est que si on a un polynôme P unitaire à un certain coefficient dans K, en fait, il existe toujours une matrice à coefficient dans K, tel que le polynôme caractéristique de cette matrice, ça soit le bon polynôme. Je ne sais pas si la phrase était claire, mais vous avez compris. Et donc voilà, donc déjà, ça c'est intéressant. Et bon, déjà, aussi, autre remarque, moi je prends le polynôme caractéristique comme ça, mais il existe aussi d'autres conventions où les gens prennent la transposée, mais c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le polynôme caractéristique d'une matrice et sa transposée, c'est la même chose. Donc moi j'ai choisi cette convention-là. Et donc pourquoi le polynôme caractéristique de cette matrice c'est CP? Parce que déjà on peut le calculer en fait. Qui de CP ça va être quoi? Ça va être le déterminant avec des x sur la diagonale, x plus a-1, a-2, etc. jusqu'à a0. Ici, il va toujours y avoir des zéros. Et ensuite, il va y avoir des moins 1. Et donc là, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à essayer de le calculer. Parce que chacun a un peu ses méthodes. Il y en a qui le font par récurrence. Il y en a qui développent directement. Il y en a qui... Enfin, il y a vraiment plein de méthodes. Mais moi, j'ai une méthode qui me convient, qui est de en fait, faire apparaître le polynôme P dans ce coefficient-là et puis de développer à partir de ce coefficient-là. Et donc, comment faire ça? En fait, on va juste, dans la première ligne, ajouter la première ligne qui va rester inchangée. Et on va essayer de faire apparaître ce polynôme-là. Et donc, l'opération à faire, c'est la suivante. Et donc, je vais expliquer pourquoi. Expérience mon cas, LK. Donc, comment je la retiens, en fait, c'est que ici, on veut faire apparaître le polynôme P. Donc pour faire apparaître le polynôme P, il faut multiplier par... Enfin, il faut que le coefficient, ça soit un x puissance n, parce que le polynôme... le coefficient dominant, c'est x puissance n. Donc je sais que la nème ligne, je dois le multiplier par x puissance n-1 pour faire apparaître x puissance n ici. Et donc je sais que ça va être x puissance k-1 fois lk. Et je vais commencer à 2 parce que la première ligne, je l'ajoute à côté. Et je m'arrête à n parce que j'ai que n lignes. Donc c'est comme ça que je retiens. Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le polynôme P va apparaître ici. Ici, à chaque fois, il va y avoir une opération magique qui se trouve que, en fait, chaque coefficient en haut va simplifier, ça va donner que des zéros. Et donc on va pouvoir développer par rapport à cette ligne. Et donc, il va y avoir moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1 puissance n moins 1 qui va se simplifier parce que quand on va barrer cette ligne, et cette ligne va rester juste le déterminant là qui va être triangulaire et donc avec que des moins 1 et donc du coup comme le déterminant sera taille n moins 1, en fait qui de CP ça va être moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1 puissance n moins 1 puisqu'on développe par rapport à la dernière ligne, enfin on développe par rapport à ici, fois P, et donc du coup ça va juste être P. Donc voilà, bon là j'ai vraiment skip les étapes de calcul parce que je pense que c'est vraiment important que vous l'appropriez vous-même parce que chacun a sa propre méthode pour la matrice compagnon, donc moi c'est celle-là, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Mais donc en fait aussi ça c'est pas le cœur de l'exercice, mais c'est quand même l'idée qu'en fait il y a un lien entre un polynôme et la matrice compagnon. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait CP, elle va appartenir à Mn de Z.
Pourquoi ça? Parce que les 1 sont dans Z et les AK sont dans Z, donc CP appartient à Mn de Z. Mais donc en particulier, toute puissance de... déjà, en fait, comme on sait que la trace de CP, ça va être la somme pour K égale 1 à N des lambda K. Là, c'est juste parce que la trace, c'est la somme des valeurs propres, et les valeurs propres, c'est les racines polynomiaux-caractéristiques qui est P, et donc du coup, c'est la somme des valeurs propres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les puissances de CP vont être à coefficient dans Z, puisque la multiplication de matrice, c'est rien d'autre que juste faire des sommes et des produits, et donc ça reste dans Z. Et donc, pour tout Q dans N étoiles, CP puissance Q, ça va appartenir à Mn de Z. Donc pourquoi ça c'est intéressant? Parce que du coup, qui de CP à la puissance Q, ça va être quoi? Ça va juste être le produit de K égale 1 à N des X moins lambda K à la puissance Q. Et donc ça va appartenir à Z de X. Pourquoi? Parce que la matrice est à coefficient dans Z. Donc le polynôme caractéristique de cette matrice va aussi être à coefficient dans Z. Donc je récapitule l'idée de l'exercice. C'est d'introduire le polynôme caractéristique pour passer dans le monde des matrices. Pourquoi c'est intéressant de passer dans le monde des matrices? Parce qu'on sait que la multiplication de matrices va rester dans le même corps, c'est-à-dire que ici, Z, c'est pas un corps, mais comme la matrice est à coefficient dans Z, le produit de matrice à coefficient dans Z, ça reste à coefficient dans Z. On sait que donc CP à la puissance Q, ça va rester à coefficient dans Z. Le polynôme de caractéristique de CP à la puissance Q, ça va être ce polynôme-là. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, une façon de voir, c'est de trigonaliser CP et ensuite de mettre à la puissance Q. On va se rendre compte que les valeurs propres de CP à la puissance Q, ça va être ça. Et donc le polynôme caractéristique de CP à la puissance Q, ça va être celui-là. Sauf que le polynôme caractéristique de CP à la puissance Q va être à coefficient dans Z, parce que la matrice est à coefficient dans Z. Donc, du coup, comme la matrice est à coefficient dans Z, qui de CP à la puissance Q, ça va être à coefficient dans Z. Donc, je sais pas si ça a été clair, mais donc voilà. Donc ça résout le premier exercice. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Et le deuxième exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on a un polynôme P à coefficient complexe, tel que toutes les racines de P sont réelles, alors les racines de P' sont réelles. Donc ça, c'est un peu, cet exercice est un peu l'opposé du premier, dans le sens où le premier, on avait des informations sur les coefficients de P, et on devait en déduire des informations sur les coefficients de ce polynôme-là, sans aucune information sur les racines. Mais là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a aucune information sur les coefficients de P, on sait juste que les racines sont réelles, et on doit montrer que les racines de P' sont réelles. Donc je vous invite à réfléchir sur cet exercice, et donc je vais proposer deux méthodes de résolution. Une qui est un peu, qui va juste détruire l'exercice en fait, mais qui demande juste de connaître un théorème, j'allais dire hors programme, mais hors programme des prépas, ça c'est sûr, mais de la Greg, franchement, je sais pas. Donc une première méthode qui va finir l'exercice instantanément, et une autre méthode qui est un peu plus laborieuse, mais qui marche très bien avec des outils de sup d'analyse réelle. Et donc je vous invite à réfléchir là-dessus. Donc si vous n'avez pas trouvé une indication pour la première méthode, ça serait convexité. Et une indication pour la deuxième méthode, ça serait théorème de Rolle. Donc voilà, donc je vais commencer par la première méthode que j'ai dit qui va terminer l'exo. Alors pourquoi ça? Parce que en fait, je vais utiliser un théorème qui est le théorème de Gauss-Lucas. Et donc je vais rappeler ce que c'est le théorème de Gauss-Lucas. Le théorème de Gauss-Lucas, il nous dit que si on a un polynôme P avec des racines complexes, alors les racines de P' vont être comprises dans l'enveloppe convexe formée par la racine de P. Donc si je fais un dessin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si, là, par exemple, pour un polynôme de degré 3, si je place les racines de P, on sait que les racines de P' vont être comprises dans l'enveloppe convexe formée par la racine de P. Et donc, qu'est-ce que ça va être l'enveloppe convexe dans cet exemple? Ça va juste être la jaune que j'ai assurée avec des traits ici. Mais donc ça, c'est vrai pour n'importe quel polynôme. C'est-à-dire que c'est vrai pour tout polynôme, les racines de P' sont toujours comprises dans les racines de P. Donc déjà, c'est un résultat géométrique assez fort parce qu'on sait que les racines de P' vont être à l'intérieur. Donc là, je les ai placées par exemple ici. Mais elles vont nécessairement être à l'intérieur. Donc pourquoi ça termine l'exercice? Parce qu'ici, on a supposé que les racines de P étaient réelles. Mais comme les racines de P sont réelles, elles sont toutes sur l'axe des réels, tout simplement. Donc si je les place ici, et si je note lambda 1 jusqu'à lambda n, les racines de P,
de façon ordonnée, on sait que les racines de P' vont être comprises entre lambda 1 et lambda n. Donc ça, c'est le théorème de Gauss-Lucas qui nous le donne. Mais ça termine l'exercice parce qu'en particulier, du coup, les racines de P' vont être réelles. Donc voilà, donc ça termine l'exercice. Mais donc si on n'a pas le théorème de Gauss-Lucas ou si on n'y pense pas, il y a une autre façon plus simple de résoudre l'exercice, c'est d'utiliser le théorème de Rolle et en fait de se ramener au cas où polynôme P est scindé à racine simple. Donc on va d'abord supposer que P est scindé à racine simple et montrer le résultat. Donc j'écris P égale produit des x moins lambda k où j'ordonne les lambda k. Lambda 1, petit lambda 2, petit que. Donc là je peux écrire ça parce que justement on suppose d'abord que P est scindé à racine simple. Et donc par hypothèse, en fait, P de lambda 1, c'est égal à P de lambda 2, égal jusqu'à P de lambda n, égale 0. Et donc là, on peut utiliser le théorème de Rolle pour entre lambda i plus 1. Donc si je prends un i appartenant à un n, on sait que P de lambda i, ça va être égal à P de lambda i plus 1, qui va être égal à 0. Mais on a juste besoin que P de lambda i égale P de lambda i plus 1. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Rolle? Il nous dit qu'il existe un CI dans l'intervalle lambda i plus 1, tel que P' de CI égale 0. Donc je récapitule pourquoi. On sait que on prend, non, 1n-1 d'ailleurs. On prend i dans 1n-1. On sait que P de lambda i, c'est P de lambda i plus 1. On sait que P, c'est une fonction polynomiale, donc elle est classée infinie. En particulier, P va être continu sur l'intervalle, le segment lambda i plus 1 et l'intervalle lambda i plus 1 ouvert. Et donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un CI dans cet intervalle-là, tel que P' de CI égale 0. Et donc, comme ça, on a construit C1 jusqu'à Cn-1 racine. Donc là, je me suis repris avant parce que si on prend i dans un n, en fait, lambda n plus 1 n'est pas défini. Donc, on a le droit juste de s'arrêter à n-1. Donc, c'est pour ça que je me suis corrigé avant. Donc, comme ça, on a construit n-1 racine de P'. Mais sauf que les C1, Cn, n-1, c'est des réels. Donc on vient de montrer que en fait les racines de P sont réelles, de P' sont réelles. Donc voilà, donc ça termine le cas scindé à racine simple, c'est juste utiliser le théorème de Rolle et dire que les CI sont réels. Et donc pourquoi ça permet de conclure? Parce que si on écrit cette fois-ci P dans le cas général, donc produit de k égale 1 à m, disons, des x moins lambda k à la puissance alpha k, en fait, on sait que lambda k va être une racine de multiplicité alpha k pour P. Et donc, en particulier, lambda k va être une racine de multiplicité alpha k moins 1 pour P'. Et donc là, on peut refaire la même technique avec le théorème de Rolle d'avant, entre lambda i plus 1, sauf que cette fois, on s'arrêtera à m. Et donc là, on va bien réussir à prendre toutes les racines de P'. Pourquoi ça? Parce qu'on a somme de k égale 1 à m des alpha k moins 1 racines par la multiplicité de lambda k, et on arrive à en récupérer m-1 autres du fait du théorème de Rolle. Et donc ça, si on écrit ce que ça fait, en fait, ça fait somme pour k égale 1 à m des alpha k moins 1. Mais ça, c'est exactement n-1 parce qu'on sait que la somme des alpha k, ça fait n puisque p est degré n. Enfin, c'est une notation implicite, mais p est degré n. Et donc, du coup, on a trouvé n-1 racines réelles de P', et donc en fait, on a trouvé toutes les racines de P', et donc on a bien montré que toutes les racines de P' sont réelles. Donc si on dézoome, première méthode, Gauss-Lucas, ça détruit directement l'exercice parce qu'on sait que toutes les racines vont être comprises entre lambda et lambda n, donc en particulier les racines vont être réelles. Deuxième méthode, on montre d'abord dans le cas où P est cerné à racine simple. La technique, c'est juste d'utiliser le théorème de Rolle, de montrer qu'on a bien n-1 racine en faisant attention ici on peut juste utiliser qu'on s'arrête à n-1. Donc on obtient on obtient n-1 racine pour P'. Comme P' est de degré n, on a bien trouvé n-1 racine de P, donc on peut le factoriser, donc on sait que toutes les racines de P' vont être réelles. Dans le cas général, on réapplique Rolle m-1 fois, et on a pour chaque racine de P la multiplicité pour P', et donc en fait quand on fait le calcul, on a bien toutes les racines de P', donc dans tous les cas, en fait on a montré que les racines de P' sont réelles. Donc voilà, ça conclut les deux exercices, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques ou des questions en commentaire, et sur ce, à une prochaine vidéo.